Alors, on dit, toi, l'entrepreneur créateur, tu gagnes trop d'argent, etc. Alors moi, je fais un hymne à l'entrepreneur créateur. Parce que je pose la question suivante. Qui crée la richesse? Qui donc fait vivre les familles? Qui donc fait vivre le pays? Qui donne à l'innovation son champ expérimental? Qui prend tous les risques? Ce n'est pas la puissance publique, ce ne sont pas les ministères, ce ne sont pas les administrations. Non. Ce n'est pas la sphère publique qui crée la richesse. Elle la consomme. Celui qui crée la richesse, c'est l'entrepreneur créateur qui, à l'image du père de famille, pour reprendre le mot heureux de Peggy, est l'aventurier des temps modernes. Pour avoir vécu les affres de la création à une époque de ma vie, même à plusieurs, je sais, je connais, je puis témoigner de ce qu'est l'angoisse du créateur, de ce qu'est le parcours du créateur. Le parcours du créateur, c'est un parcours chaotique, c'est un parcours qui est imprévisible, qui est indétectable, qui est incertain, qui est risqué. Alors faisons ce parcours en quelques minutes. Le parcours de la psychologie, de l'intimité du créateur. Premier moment, le créateur regarde le monde, c'est le vertige. Pourquoi? Parce que le créateur, il est intelligent, il voit bien que le monde existe depuis longtemps et qu'il n'y a plus rien à inventer, du moins le croit-il. Il peut qu'ajouter une petite chose, mais tout a été pensé, tout a été dit, tout a été imaginé, tout a été créé. Alors, parce que c'est la civilisation. La civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il voudrait apporter de mieux est infiniment inférieur, infiniment moins précieux, moins sophistiqué que le monde qu'il trouve à son arrivée. Alors, un peu de modestie. Alors, là, il y a une réponse intéressante qui m'a toujours fasciné, c'est celle de Henry Ford, à Ford Company, qui dit avoir fait plus pour le monde que le monde n'a fait pour vous. C'est la devise secrète du créateur. Donc le vertige, d'abord. Le monde est là. Qu'est-ce que je vais apporter après la Joconde? Quelle est l'idée nouvelle? Et là vient l'étincelle. Deuxième temps du parcours. Et l'étincelle a été définie par Rainer Maria Rilke dans les termes suivants. Pour écrire un seul vers, il faut avoir des souvenirs. Il faut avoir vu beaucoup d'hommes et de choses. Il faut avoir senti comment volent les oiseaux. Il faut avoir compris le mouvement de la petite fleur qui s'ouvre le matin. Il faut avoir repensé à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est jamais éclairci. Il faut avoir veillé des mourants, fenêtres grandes ouvertes, pour capter les bruits extérieurs. Mais il ne suffit pas d'avoir des souvenirs. Encore faut-il savoir les oublier et attendre qu'ils reviennent, qu'ils deviennent sans geste, nous-mêmes. Alors, quand ils ne se distinguent plus de nous, qu'ils sont devenus complètement anonymes, alors il se peut qu'en une heure très rare, un soir de grâce, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Ça vaut pour toute invention, pour toute création. Le troisième temps, c'est le plus terrible. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce que c'est l'angoisse du point de bascule. Ou bien on décolle, ou bien on s'écrase. Et il y a une phrase du créateur de LinkedIn, qui s'appelle Hoffman, qui est heureuse, qui décrit bien ce moment. Et il dit, l'entrepreneuriat, ça consiste à se jeter d'une falaise et ensuite à construire son avion en tombant. Et ça, je l'ai vécu ce moment. C'est-à-dire que j'étais assis en face de la ruine du Puy du Fou, la ruine piteuse du Puy du Fou, entouré de ronces et de serpents. Et là, je me disais, bon, mon idée, c'est quoi d'abord? Ensuite, mon idée, est-ce qu'elle est clairvoyante ou est-ce qu'elle est folle? En fait, une idée clairvoyante, c'est une idée folle qui a réussi, et une idée folle, c'est une idée clairvoyante qui a échoué. Seulement, on ne le sait qu'après.
Et alors là vient la percée conceptuelle. La percée conceptuelle, je la formule de cette manière, c'est l'avantage concurrentiel, enfin, le Graal du stratège, si vous voulez, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. C'est-à-dire le créateur, il crée quelque chose qui est inimitable, donc il est irrattrapable. Et ça évoque pour moi une conversation que j'ai eue avec le grand capitaine d'industrie, Bernard Arnault. Je lui dis, on était au Puy du Fou, et je lui dis, en fait, la définition d'une grande entreprise, d'une entreprise puissante, d'une entreprise prospère, c'est quand même le chiffre d'affaires, Bernard. Et il me répond, non Philippe, non. La puissance d'une entreprise, sa prospérité, c'est la désirabilité. C'est tellement juste. Enfin, il y a la réalisation, la dernière phase, et je termine par là. La réalisation, c'est le travail. Et là, je raconte, si vous voulez, je vous raconte une anecdote, conversation que j'ai surpris entre deux personnages importants, Raymond Barre, Premier ministre à l'époque, et François Michelin. Et donc, Raymond Barre plaint François Michelin et lui dit « Ah là là, je vous plains parce que les jeunes aujourd'hui, le goût du travail, etc., la sueur au front, ils ont les horaires, la discipline, tout ça, c'est fini. » Et François Michelin dit « Mais attendez, monsieur le Premier ministre, c'est quoi votre définition du travail ?» Et il dit « C'est ça, la sueur au front, la disponibilité, le dévouement. » Et François Michelin dit « Non, c'est pas ça, le travail. » Alors Raymond Barre lui dit « Et vous, monsieur Michelin, vous dites quoi alors? C'est quoi le travail pour vous ?» Il dit « Pour moi, le travail, c'est faire une œuvre. » Et là, il reprend la citation de Bernanos qu'il connaissait bien. « Une société se meurt ou se perd quand elle substitue les moyens aux fins. » Et il explique, vous comprenez, la sueur au front, c'est bien. Les horaires, c'est bien. Les efforts, les sacrifices, ce sont des moyens. Ce qui compte, c'est la fin. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne célèbre plus le travail, la production, le chef-d'œuvre. On célèbre la rente et la consommation. Et je vous dis, pour terminer, avec une seule phrase de conclusion, la France doit retrouver le plus vite possible le goût de célébrer ceux qui sont les créateurs de valeur et ceux qui sont les créateurs de valeur ajoutée. Et il faut revenir au mot de Péguy, l'aventurier moderne, le père de famille et l'entrepreneur créateur.